Bonjour, dans la série de nos petites vidéos sur la Meuse d'après, j'ai choisi d'inviter Xavier de Masno. Alors, Xavier de Masno a plein de compétences, mais en tout cas, il a été le créateur euh, d'un dispositif original, ou d'un dispositif, ou plutôt d'un site, d'une démarche qui s'appelle The Village. Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus sur The Village et Oui, l'origine de cette démarche? bonjour. Oui, The Village, c'est né quand on a en famille déménagé de la région parisienne en pleine campagne dans l'Orne, en Normandie. Et là, je me suis dit, au moment de partir, il y a plein de gens qui nous disaient, ah, on aimerait bien faire la même chose. Et on s'apercevait que sur tous ces gens-là, il y en a très peu qui passaient à l'acte. Alors que pour nous, ça semblait assez évident. Donc on a commencé une petite expérimentation sans structure, sans moyens, pour aider des urbains à s'installer à la campagne. Donc on l'a fait dans notre canton, hein, autour de mon village de 240 habitants. Et on a installé en un an et demi, on a installé 6 familles qui sont venues avec leurs enfants, qui n'auraient pas fait la démarche autrement. Et là, je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire en termes d'attractivité. J'ai commencé à publier un petit blog. Dans une autre vie, j'étais journaliste, donc le contenu, publier du contenu, ça m'intéressait. On était au début de la révolution des blogs, donc c'était assez facile de devenir En quelle autonome. année? 2004. 2004. 2004. Et donc, au fur et à mesure, on a développé de l'activité, un réseau, on échangeait, on avait on n'avait pas de site. Moi, j'avais un site où il y avait 3 pages hein, pour expliquer ce qu'on faisait, c'est tout. Puis petit à petit, le site s'est étoffé, s'est développé, c'est devenu un média. Parallèlement, on avait une communauté d'une centaine de personnes avec qui on échangeait régulièrement sur des sujets numériques, informatiques. Je suis pas du tout technicien, pas du tout informaticien. Je travaille dans le domaine du web, mais j'ai pas de compétences particulières en développement informatique. Mais beaucoup de gens se sentaient isolés à la campagne et étaient contents d'enfin trouver un réseau de l'entraide, des gens avec qui échanger sur ces sujets-là. Et il faut se remettre dans le contexte d'il y a 15 ans, en pleine campagne dans la plupart des régions françaises, on n'avait pas de débit. Nous, aujourd'hui, on a de la DSL à 1 méga encore. Hein, là, je suis connecté, j'ai une box 4G, j'ai 20-30 mégas, voilà, c'est très confortable. On va prochainement avoir de la fibre optique dans tout le département, mais il y a 15 ans, c'était assez rare. Et rapidement, on a découvert en 2005-2006 le phénomène des tiers-lieux, des espaces de coworking hein, aux États-Unis, et on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. Et on a essayé de le monter dans les petites villes, les petites agglomérations autour de chez nous. Et personne ne comprenait ce qu'on voulait faire. Et donc, un jour, je suis allé voir mon maire, qui est agriculteur, et qui m'a dit moi, j'y connais rien, mais pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Ce qu'il avait compris, c'est la démarche qu'il y avait derrière, ce que ça entraînait. Les aspects techniques, ça, il n'y comprenait rien, comme la plupart des gens, hein, surtout à l'époque. Mais il m'a dit, on y va. Donc on a retapé, la mairie a retapé l'école du village, et on a eu un espace dans lequel on a pu incorporer, fixer notre communauté. Et à partir de là, bon, on a commencé par un espace de coworking, on a développé plein d'activités, on a fait un peu espace public numérique informel, donc on formait des anciens, on formait des jeunes, on fait des ateliers pour les gamins, on a monté une formation de développeur informatique en 2014, qui était la première en milieu rural. On a voilà, on a monté un Fab Lab après. Donc tout ça, c'était la suite logique de cette petite démarche d'attractivité au démarrage de The Village. D'accord. Bon, évidemment, hein, je suis de près tout ce que tu fais et tout ce que fait The Village, hein. Je suis un petit peu dans le réseau, hein. On partage cette vision, je pense, de la ruralité de demain. Mmh. Et donc ce qui est fait par The Village, par toi à Boitron, euh, ça, quelque part, on en est convaincu depuis très longtemps, mais là, il semble quand même que le Covid a fait prendre conscience peut-être plus aux gens et a accéléré les choses. Est-ce que tu penses quand même, donc concrètement, est-ce que on va pouvoir vraiment
basculer, alors pas dans le monde d'après, nous on parle de la Meuse d'après, mais c'est la ruralité de demain, enfin peu importe, et que le Covid a été un vrai accélérateur, et est-ce que tu penses qu'il en restera vraiment quelque chose? Moi j'en suis convaincu, mais on Alors, débat. quand on a créé The Village, on était absolument convaincus, on a tout de suite identifié le problème du télétravail. Moi, je télétravaillais en région parisienne. J'étais même pas conscient que je télétravaillais, que je travaillais à distance, j'allais pas au bureau tous les jours, voilà, je restais chez moi. Quand je suis arrivé à la campagne, c'était un peu plus compliqué parce que le débit était moins bon, mais on a fait cette mutation, on est parti habiter à la campagne parce que c'était possible. Et donc, notre conviction dans The Village, c'était que le télétravail allait permettre de développer les zones rurales. Alors, il y a 15 ans, ça paraissait un peu utopique. Aujourd'hui, c'est plus un problème pour personne. Et tu as raison, je pense que la Covid a été, sur ce plan-là, a été une grande opportunité. C'est qu'elle a obligé, elle a mis devant les yeux de tout le monde le fait qu'on n'était plus coincé par des rythmes de travail hérités du 19e siècle, de métro, boulot, dodo, où on était obligé de se rendre sur le lieu de production parce que on ne pouvait pas produire chez soi. Avant les usines du 19e siècle, les gens produisaient chez eux. Même une des petites activités industrielles artisanales, ça se passait au domicile. C'était normal. C'était parce qu'on ne savait pas faire autrement. Quand on a eu des moyens de production beaucoup plus lourds, plus capitalistiques, on a obligé d'avoir des gros investissements dans des usines, là, on a été obligé de venir sur le lieu de production pour travailler. Ce n'était pas possible de faire autrement. Et l'héritage de ça, c'est notre vie professionnelle où les gens font 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport le soir, tout ça pour travailler sur un ordinateur. Ben, la Covid est arrivée, on a enfermé les gens chez eux de force pour télétravailler, ce qui a provoqué d'autres problèmes, évidemment, mais qui a montré que c'était possible. Alors déjà, juste avant le premier confinement en mars, on avait eu les grèves de décembre, janvier, qui avaient déjà poussé beaucoup d'entreprises à mettre leurs salariés en télétravail. Là, le télétravail était même devenu obligatoire. Bon, ce qui est un non-sens en temps normal, mais du coup, ça a eu cette vertu. Et je pense qu'il va en rester beaucoup de choses. Si on regarde tous les sondages, Oui. tu as toujours 70 à 80% des gens qui disent qu'ils veulent continuer à travailler comme ça. Alors, justement, pas 5 jours sur 5. Voilà. C'est exactement. Je voulais rebondir à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on a vécu le pire du télétravail. On est bien d'accord. Hein, oui. Les conditions dans lesquelles il a été mis en place. Voilà. Et donc, moi qui travaille aussi dans le monde de l'entreprise, on a vu une évolution de la perception du télétravail par les gens des premières semaines au premier mois, au bout de 3 mois, le temps que ça s'organise, le temps que les gens s'y font. Et effectivement, on est toujours à 70% des gens qui veulent télétravailler. Bien entendu, c'est là où il y aura une remise à question. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que forcément, ça bouleverse le management. On est bien d'accord. Ça va pas être 5 jours par semaine, mais on pourrait très bien télétravailler 2 jours, voire 3 jours en ruralité, 2 jours au bureau, peut-être même là pour le coup prendre les transports pour aller à Paris, peu importe. Mais ça veut dire que quand même, il y a une remise en question du management qui est quand même un peu contre nature, parce qu'on le sait très bien, nous, je veux dire que les espaces de coworking, le télétravail, il est parti dans les territoires, dans le nord de l'Europe, notamment Suède, Norvège, tous les pays qui ont une autre peut-être culture que nous, les Français. On aime bien, nous quand même, les Français, on aime bien voir les gens derrière l'ordinateur en face de soi, même si on ne sait pas ce qu'ils font. Et donc, c'est vrai que cette culture-là, elle est un peu quand même encore très prégnante chez nous. Mais je pense quand même que ça évolue, mais par contre, il y a une vraie prise de conscience du management. Alors, qui dit télétravail, c'est très intéressant, parce que nous, on répète depuis des années dans The Village que le télétravail n'est plus un problème. C'est de la cuisine de RH, de la méthode, conduite du changement, concertation avec les partenaires sociaux. C'est assez simple à monter pour une entreprise qui a envie de le faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un révélateur culturel, un révélateur de méthode de management et de la culture du management. Et qui dit télétravail dit forcément confiance. Tu es obligé de faire confiance à ton salarié, et le salarié est obligé de faire confiance à son manager. On ne se voit pas. Deuxièmement, ça implique de changer sa méthode de management.
On a des gens qui sont là, des gens qui sont pas là. Il faut continuer à communiquer avec tout le monde. Quand tu fais ta réunion du lundi où tu as tout le monde en présentiel, eh ben là, c'est plus possible. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, ce qui a été très dur pour les managers, et en particulier les managers intermédiaires, c'est de vivre cette manière de transition, cette période de transition très resserrée sur quelques semaines, sans consigne, souvent lâchés tout seuls dans la nature avec leurs collaborateurs, et que ça a été parfois très éprouvant pour les DRH et les managers. Maintenant que la crise s'éloigne un petit peu, il faut absolument que les entreprises en profitent pour réfléchir à ce mode de management. Comment comment est-ce qu'on va organiser les bureaux? Est-ce qu'on va réduire la surface de bureau? Est-ce que le bureau va être non plus un lieu où on va surveiller le salarié, mais un lieu où on va pouvoir recevoir peut-être des freelances avec qui on travaille, où on va pouvoir se détendre, on va pouvoir se réunir plus pour garder l'équipe que pour travailler. Et en fait, c'est un tout. Le mode de travail change, c'est-à-dire que le travail, ça n'est plus un lieu où on se rend, le travail, c'est une tâche qu'on accomplit. Et cette tâche, on peut l'accomplir au bureau, chez soi, dans un tiers-lieu, dans le train, dans un hôtel, avec un ordinateur portable, où on va gérer tous les problèmes de sécurité, etc. Donc tu vois que c'est un problème très large, très global de stratégie. C'est du niveau stratégique des dirigeants. Et c'est pas juste un petit détail de technique juridique ou de RH. Par contre, est-ce qu'on a une donnée, des données à peu près pour voir combien de métiers ou d'emplois sont télétravaillables? Parce que bien sûr, il Alors, y a. j'ai vu une étude, le ministère, je crois que c'est le ministère du Travail, il parlait de 30%. En réalité, ça serait plutôt 60%. Parce qu'il ne faut pas regarder les métiers, il faut regarder les tâches. Je vais te donner un exemple. Nous, on a accompagné une quarantaine de PME dans un projet de Bercy pour la mise en place du télétravail en zone rurale. Bon, ça, on a fait ça dans notre département, dans l'Orne, donc c'est aussi rural que la Meuse, hein. Un tissu de petites PME, et on s'est aperçu qu'il y a des PME industrielles dans lesquelles tu avais des chefs d'atelier. Alors, un chef d'atelier, il doit être là tout le temps, hein, au milieu de son atelier. C'est la référence, et dès qu'il y a un problème, c'est lui qu'on va voir. Et ben, cette personne, elle a aussi une tâche commerciale, technico-commerciale, c'est-à-dire qu'elle participe à la rédaction des devis, et pour ça, il faut qu'elle soit au calme. Et il n'arrivait jamais à le faire parce qu'il était tout le temps dérangé au milieu de son atelier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on s'est aperçu qu'il pouvait très bien télétravailler une journée par semaine, ce qui n'est pas beaucoup, il y avait quelqu'un dans l'atelier qui prenait sa place ce jour-là, et qu'il pouvait travailler tranquille chez lui pour faire ses devis. Donc, même dans les métiers industriels, il y a des tâches qu'on peut accomplir à distance. Donc, si on ramène, c'est là où tu parles de 30% par rapport au chiffre du ministère et les 60% dans la réalité, parce qu'une partie des tâches, il y a une partie administrative qui peuvent être faites à tête reposée. C'est ça? Et c'est tout à fait Plus ça, quoi. tous les métiers, plus ce dont on n'a pas parlé, mais qui est une évidence, c'est que même dans le secteur de l'industrie, tu as tous les métiers de soutien, la comptabilité, la com, marketing, etc., qui sont des métiers beaucoup plus mobiles, où on n'est pas astreint à un poste de travail, et qui sont plus télétravaillables d'autres. Donc il ne faut pas voir ça comme une récompense, il ne faut pas voir ça comme un gadget, il faut vraiment voir ça comme une adaptation à une possibilité qui nous est offerte par la technologie et par l'évolution des mentalités. Et je pense que c'est pour le bénéfice de tout le monde, de l'entreprise, des salariés, meilleure qualité de vie. Et puis, quelque chose qu'on aborde aussi assez peu, c'est pour le bilan carbone du travail. Hein, quand tu vois les coûts d'infrastructure, d'autoroutes, de routes de périphériques, de trains, de métro, de RER, de bus, pour aller travailler, qui ne sont utilisés que pour aller travailler, qui sont surdimensionnés parce qu'il faut bien absorber tous les gens qui vont travailler à la même heure, 8h30 ou à 9h du matin, tout le monde doit être au bureau, donc les encombrements, le gaspillage de CO2, le coût des infrastructures, tout ça, c'est un bilan carbone extrêmement lourd.
Si on peut l'alléger, on aurait tort de s'en priver, quoi. Alors bien sûr, je veux dire, on a tous été touchés de près ou de loin par la Covid. C'était dramatique, mais il est important quand même d'en tirer les enseignements. Et là, il y a des données qui sont tombées en 2020, quand le pays, mais même le monde entier s'est arrêté. Ils ont vu qu'en 2 mois, les experts même ont été surpris de la rapidité, de la capacité de l'écosystème Ah, à se remettre un peu en la place. résilience Donc de ça la veut nature, ouais. la résilience de la nature. Donc ça veut dire que Ouais. c'est possible, bien entendu. L'esprit, c'est pas de dire on ferme tout et tout va aller bien, non, pas du tout. Mais quand on parle du télétravail, quand on parle effectivement de rapprocher, finalement, on rapproche les gens, on rapproche l'emploi proche du domicile dans la mesure du possible. On diminue les flux et donc on diminue effectivement l'empreinte. La Carbone, pollution de ouais. manière générale. Et on parle de télétravail, évidemment, il y a toute l'histoire de la vie privée, tout ça, ok. Mais il y a quand même quelque chose que nous, on défend depuis longtemps, c'est la notion, alors le mot, il est toujours un peu particulier, c'est l'histoire de tiers-lieu. Mais ça, tu l'as toujours dit, toi, qu'effectivement, un tiers-lieu, c'est tout sauf de la location de bureau, quoi. Quelque part, c'est un lieu de travail, mais qui peut être que temporaire, avec plein de services autour. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé, effectivement, de travailler toujours à la maison. On peut aller travailler à 2-3 kilomètres de chez soi, avec d'ailleurs des mobilités douces et compagnie. Comment tu imagines un tiers-lieu de demain qui peut être multiplié d'ailleurs sur les territoires ruraux? Alors, on commence à avoir beaucoup de tiers-lieux en milieu rural, hein, depuis 4-5 ans. Alors, pas toujours, la démarche n'est pas toujours idéale, mais au moins, on voit bien qu'il y a un mouvement, hein, qui est en Comme à marche. bras. Alors, Bras est pionnier et Bras est vraiment très avancé, mais malheureusement, tous les tiers-lieux sont pas à ce niveau-là. Mais euh, il y a beaucoup d'effets de mode ou d'élus qui ont envie d'avoir leur jouet, c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais d'être au même niveau que les autres et d'avoir leur truc à eux. Sauf que les collectivités locales ne savent pas toujours bien faire, elles ne connaissent pas bien les codes des utilisateurs, elles voient ça un peu comme des bureaux, comme tu le disais tout à l'heure. Or, ce qui est intéressant dans le tiers-lieu, c'est pas le lieu, c'est la communauté qui est dedans, qui l'habite. Que ça soit une communauté qui est là pour travailler, dans un espace de coworking, qui a besoin d'équipement, qui a besoin de silence, qui a besoin de salle de réunion, ou que ça soit toutes les activités plus grand public, où on va avoir de la formation, des repair cafés, un Fab Lab, des choses comme ça. Donc un tiers-lieu, c'est un aménagement à la sauce d'un territoire donné avec toutes les briques qu'on va mettre. Alors certains, ça ne sera qu'un coworking, d'autres qu'un Fab Lab, d'autres qui vont être très orientés culture, d'autres environnemental. Voilà, chacun va se faire son tiers-lieu à sa manière et à la manière de son territoire. Mais ce qu'il Avec des faut bien, services associés. voilà. Et puis les services, certains, ça sera des services très professionnels, d'autres, ça sera plus grand public. Ça sera un mélange. Voilà. Ça dépend beaucoup de la culture des élus, du territoire, de ce qui existe déjà sur le territoire, des associations. C'est souvent les gens qui habitent ces lieux sont des associations, soit ils sont portés par des associations, soit on leur confie l'activité. Donc c'est à la fois un outil de travail, c'est à la fois un outil de sensibilisation, de formation des habitants du territoire, et puis c'est aussi un outil d'attractivité, très important. Pourquoi d'attractivité? Parce qu'en général, ça bouillonne autour d'un tiers-lieu. Hein, on en parle, il se passe des trucs, les gens échangent, on invente des choses. Hein, quand tu confrontes des publics, des gens très variés, euh, des jeunes, des vieux, des fonctionnaires, des gens du privé, des gens de la culture, des gens du business, des startups, etc., ça produit toujours des trucs. Ça bouillonne et ça, c'est un bénéfice pour le territoire. Et je ne sais pas si tu as prévu de parler d'attractivité, mais on pourra en reparler. C'est un outil qui est extrêmement important. Ça ne fera pas tout, hein, ce n'est pas la recette magique pour attirer des nouveaux habitants, mais c'est un des éléments importants et qui finalement n'est pas très coûteux pour une collectivité. Et quand je parlais bien sûr, de toute façon, pour moi, la Meuse d'après,
tout est calé sur l'attractivité. C'est quand même un axe essentiel, c'est l'attractivité d'un territoire. Mais quand je parlais de service, c'était aussi parce que là, on est sur quelque part quelque chose qui bouillonne, hein, le tiers-lieu que tu évoques là. Mais il y a aussi, je pense, de plus en plus, moi, je pense qu'il y a des entreprises qui ne sont pas forcément localisées dans le territoire en question, mais leurs salariés peuvent être donc proches d'un tiers-lieu avec des services. Mais quand je parle de services, ça peut être la nounou, ça peut être des crèches, ça peut être du sport. Enfin, on est vraiment quelque part dans un monde du travail qui évolue complètement. Hein. Il y a plusieurs manière de voir le tiers-lieu, avec une même logique de rapprocher quand même le bureau, rapprocher l'emploi du domicile. La grosse demande des entreprises depuis 4-5 ans, c'est la flexibilité immobilière. Pourquoi ? Parce que les effectifs montent, descendent, etc. Et qu'on a un système locatif qui est très très rigide. Hein. Les baux 3, 6, 9, l'entreprise elle est un peu enfermée dans un système et elle peut s'en dégager que tous les 3 ans, ou alors ça lui coûte très cher. Imagine que tu as un revers d'activité, que tu doives déplacer des salariés dans une autre unité ou les licencier, ou que ton activité s'effondre pour une raison ou une autre, comme la Covid par exemple, tu te retrouves coincé avec des locaux qui sont vides. C'est un non-sens. Donc les entreprises cherchent à avoir un volant d'à peu près 20% de flexibilité depuis des années. Et pour ça, on a vu le monde des tiers-lieux et des coworking qui était investi par les entreprises progressivement et qu'on a vu des offres d'espaces de coworking beaucoup plus corporate, beaucoup plus professionnels qui se sont développés avec des trucs en région parisienne de 20 000 mètres carrés. Tu imagines un peu des espaces de bureaux de 20 000 mètres carrés. C'est une autre démarche. C'est un outil pour un territoire qui offre des services, mais un tiers-lieu, c'est pas ça. Un tiers-lieu, c'est beaucoup d'autres choses en plus, beaucoup d'autres services en plus. D'accord. Et ça veut dire que quand même, si on allait vers cette logique-là, il y aurait une sorte de déconcentration du milieu urbain. On arrêterait la concentration de tout le travail dans les milieux urbains. Est-ce que ça ne va pas poser un problème? Les grandes villes vont dire, attends, ils vont perdre quand même un peu d'argent. Parce que l'économie du midi, est-ce qu'il n'y aura pas des blocages à un moment donné, l'économie des repas et compagnie? Parce que quelque part, nous, on le voit dans notre tiers-lieu. Je veux dire, les gens qui travaillent sur le tiers-lieu-là, ils consomment localement. Ils vont acheter des choses au food truck, à la boulangerie et ils consomment localement. Alors, à petite échelle, mais si on multiplie ça, est-ce que derrière, on ne va pas avoir une sorte de blocage des grandes zones urbaines? Encore une fois, quand je parle de zones urbaines, moi, la Meuse, comme toi dans ton département, la Meuse est rurale dans son ensemble. Verdun et Bar-le-Duc, c'est des villes, mais on est tous des ruraux, quoi. Hein. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y aura un blocage? Blocage, je ne sais pas, mais dans des pays qui ont une culture de la mobilité plus forte, où tu te déplaces facilement d'une région à l'autre pour changer de boulot, ou pour trouver un nouveau boulot, pour suivre la demande de ton entreprise, comme aux États-Unis par exemple, on a vu que New York ou Londres, par exemple, se vidaient en quelques jours, en quelques semaines. Pour un phénomène tout simple, c'est qu'ils ont un modèle économique qui est beaucoup plus flexible que le nôtre et que tu es obligé de réagir très très vite. Tu n'as pas les filets de sécurité qu'on a chez nous, de chômage, de protection sociale, etc. Ils sont organisés autrement. En revanche, ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus mobiles. Et si tu n'avais plus de boulot à New York, eh ben, tu n'avais plus besoin d'aller à New York. Et donc, tous les restaurants se sont effondrés du jour au lendemain. On a vu la ville qui se vidait, parce que quand tu n'as plus de boulot, tu ne te permets pas de garder un loyer très cher. Donc, la ville s'est vidée, carrément vidée. Je pense qu'elle n'est pas vidée pour toujours, parce que tu n'as pas 400 ans d'histoire qui disparaissent en quelques semaines. Ça va revenir autrement. Chez nous, c'est pareil. C'était moins massif et moins spectaculaire, sauf pendant le premier confinement, où on a vu beaucoup de Parisiens qui se barraient à la campagne. Nous, on a gagné 15% de population dans l'Orne. On est un des 2 départements qui ont gagné le plus de population. Pendant le confinement? Pendant le premier confinement. C'est impressionnant. Hein. Ah bah oui, ça fait combien ça? 15 000? Vous êtes combien? Population, on est 290 000. Ah oui. Ça fait quand même, tu vois. Oui, c'est notable. Il y a des restes d'ailleurs, hein, parce que l'éducation nationale avait fait des projections sur les fermetures d'écoles et la baisse du niveau d'élèves, et au lieu de baisser, ça a augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont installés, qui ont scolarisé leurs enfants dans le département.
Alors, il y a de tout. Il y a des résidents secondaires qui sont passés en résidents permanents. Il y a des gens qui ont de la famille qui sont venus habiter dans leur famille. Il y a des gens qui ont trouvé des locations. Il y a un peu de tout, hein. Alors, est-ce que c'est un mouvement qui va rester? Moi, je pense que oui, mais ça va se faire pas forcément de manière spectaculaire. Et ça sera une opportunité absolument à saisir pour les collectivités locales qui ont compris le phénomène et qui veulent attirer et conserver des habitants. Ça, c'est sûr. Et ça s'est fait tout seul. Mais maintenant, il va falloir prendre la suite. Le Covid va passer, la demande va peut-être rester. Comment est-ce qu'on va faire pour attirer ces habitants et les garder? Et en tout cas, les territoires qui réussiront, ça sera ceux qui auront compris les enjeux et qui vont aller dans cette voie, en sachant qu'évidemment, naturellement, il y a des endroits qui sont plus prisés que d'autres. Pour les 70% de Parisiens ou de la Grande Couronne qui rêvent de partir travailler à l'extérieur. Mais pour autant, je pense qu'on peut se mettre tous en ordre de marche. Toi, d'ailleurs, dans l'ordre, tu le prouves. Tu as une position aussi qui est intéressante parce que vous êtes à combien de temps de Paris, vous? On est à 2 heures. Ah oui, Comme alors vous, que nous, on a comme... 59 minutes de la gare Ouais, TGV. ouais. Oui, nous, en train, c'est 1h30, 1h45. D'accord. Nous, on a 59 minutes. Et puis, on a le très haut débit qui va être partout Ça, en nous aussi. 2023. Nous Oui, aussi. là, il est déjà Ouais, là, hein. la fibre, ouais. La fibre optique, oui, le très haut débit, ça, Ouais. c'est un dispositif de la région Grand Est qui est Ça, important. c'est typiquement français, parce que ça, on le sait depuis 15 ans, qu'on devrait Ouais. basculer là-dedans. Et donc, ce qui aurait été intéressant pour des territoires, c'est d'être pionnier. Mais voilà, on fait jamais les choses très vite. Et c'est compliqué en France. Mais ça se fait. Ça finit par se faire. Oui. Bon, on en parlait il y a 15 ans, Ouais. Xavier, nous, enfin, en tout cas, de la Bah, fibre c'est ça. optique, Ouais. avec Jean-Michel Billot, C'est souvent ce que j'allais d'ailleurs, dire avec Jean-Michel. Jean-Michel. Ouais. Et- et- L'attractivité, ça veut dire que ça va être des nouveaux challenges pour les élus. Parce qu'en fait, c'était l'attractivité à la papa, hein, jusque-là. On faisait des affiches 4x3 dans le métro et on se dit, voilà, les Parisiens vont arriver en masse. Sauf que c'est pas comme ça qu'on fait pour choisir un territoire. Quand tu es un Parisien, il faut se poser la question du client. Ton client, c'est le Parisien qui va venir à la campagne. Comment est-ce qu'il réfléchit pour déménager? Bah, la plupart, peut-être pas la majorité, mais il y en a beaucoup, simplement, ils veulent revenir sur un territoire d'origine où ils ont leur famille, leurs amis. Peut-être qu'ils ont grandi là, peut-être que leurs parents, leurs grands-parents sont restés là, donc ils ont des attaches locales, donc ils vont naturellement retourner vers là. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas d'attache. Donc comment ils font? Il y en a une petite partie qui veut aller au soleil ou au bord de la mer, mais en dehors de ça, il y a des gens qui ont pas d'a priori. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est un territoire où il faut bon vivre, où il y a un certain nombre de services minimums, culturels, de santé, de transport, et puis où il se passe quelque chose. Et c'est là-dessus, quoi. Je crois que les élus peuvent jouer et faire la différence par rapport à d'autres territoires, parce que des territoires chouettes, il y en a partout en France, hein. Bien On a sûr. beaucoup de chance. Euh, alors, il y a une sorte d'héliocentrisme, les gens sont plus attirés vers le soleil, mais dans tout l'Est, toute la Lorraine, il y a des coins superbes, comme dans la Meuse du Nord. Moi qui suis à moitié belge, c'est des territoires qui me parlent. Mais donc, il y a beaucoup de territoires qui ont des cartes à jouer, même si, a priori, ils sont mal aimés ou les gens ne les recherchent pas forcément. Donc, quel est le plus sur lequel on va pouvoir jouer? Parce que bientôt, tout le monde aura de la fibre optique, tout le monde aura des services. C'est sur cette vie, sur ce dynamisme, sur les infrastructures de tiers-lieux, par exemple, qui vont créer un dynamisme, sur les dispositifs pour aider les créateurs, les accompagner. Alors, quand je dis aider, c'est pas forcément donner de l'argent, hein, Hmm. c'est avoir un environnement favorable, que les gens se sentent accompagnés, qu'on puisse leur indiquer des ressources, etc. Donc, C'est pour ça qu'il. Pardon, vas-y. c'est vraiment, c'est pas l'élu tout seul qui va Non. transformer le monde. C'est l'élu, il peut être un catalyseur qui va mobiliser comme on dit, toutes les énergies du territoire. Et puis des acteurs, il y en a plein Hmm. partout, public et privé. Donc, il faut leur donner envie de faire ensemble, monter des projets, monter des lieux. Et ça,
ça attire. Ça attire les entrepreneurs au sens large, hein, entrepreneurs business, entrepreneurs culturels, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des gens comme eux sur place, qui ont les mêmes préoccupations, qui s'intéressent aux mêmes choses. Et ça, finalement, c'est assez facile à monter. Et là encore, c'est pas très onéreux. C'est plutôt une vision stratégique, tu vois. Alors que la facilité, c'est de filer des sous à une agence de com pour te faire une campagne. Oui, Bon. Je vais te donner un exemple. Ce que j'avais noté là après le premier confinement, c'était la démarche je crois que c'était le Calvados ou l'agglomération de Caen, qui avait fait toute une campagne en allant sur le parvis de la Défense démarcher les entreprises sur place. Donc, ils démarchaient les salariés qui descendaient de leur tour, qui allaient reprendre leur métro, leur RER. Donc, il y avait une vie de métro boulot dodo classique. Et ils sont allés là, juste là où étaient les gens avec leurs problèmes. Donc, ils avaient identifié le problème et ils expliquaient, ils avaient des petits stands, ils abordaient les gens comme sur un marché et ils leur disaient, ben voilà, notre territoire c'est ça, voilà comment on peut faire pour vous aider. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que oui, ça aura coûté sûrement moins cher qu'une campagne d'affichage et c'était beaucoup plus concret. ouais, c'est Faudrait original. voir, je les ai pas revus depuis, mais il faudrait voir un peu le bilan de leur campagne. Comme quoi, il faut être assez imaginatif Voilà, il faut être et imaginatif. il faut oser. Mais finalement, ça conforte un peu ce qu'on dit, en tout cas, et en tout cas la vision que j'ai, moi, des habitants en milieu rural, ou en tout cas ceux qu'on souhaite attirer, c'est d'avoir une vision à 360 degrés de leurs Ouais. problèmes et de ce qu'ils veulent. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir accès rapidement à la culture, à tous les services autour. Et je pense que dans les territoires ruraux, et d'ailleurs en Meuse, il y a quand même une bonne qualité de service, service, en tout cas dans le domaine de santé, même si bien sûr il y a des améliorations partout. Mais je veux dire, dans les territoires ruraux, peut-être où il y a eu peut-être plus de difficultés, je pense qu'il y a quand même eu une mobilisation pour essayer d'apporter un maximum de services de santé. Donc c'est déjà de services de santé ou d'autres services. Ça manque peut-être encore d'autres éléments, mais je pense que c'est la clé de prendre à 360 degrés tout ce qui intéresse et tout ce qui pose problème dans tous les sens au niveau des habitants. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des belles choses à faire quand même, Ouais. Xavier. Alors, je ne sais Ouais, pas si tu ouais. voulais rajouter quelque chose. Je Non, lisais, je je lisais disais, juste un truc la dernière fois, je lisais sur ton blog, là, quand on évoquait, alors c'est pas tout à fait hors sujet, mais c'était par rapport, parce que tous ces métiers qui émergent vont nécessiter une formation importante quelque part. Et formation continue. On n'est pas là pour rentrer dans le détail de la formation professionnelle, que tout est à revoir. Il y a quand même une notion de métier qui évolue fortement. Est-ce que tu as des données là-dessus par rapport à ces métiers qui évoluent? bah, ce qu'on sait, c'est que, je sais pas, il y a un chiffre assez impressionnant. Je crois que c'est 75% des métiers qu'on exercera dans 15 à 20 ans qui n'existent pas encore. Hein, parce que avec les évolutions technologiques, on est en pleine mutation permanente. On regarde tout ce qui est en train de se passer autour de la robotique, de l'intelligence artificielle, etc. Ça reste un peu mystérieux et un peu éloigné. En réalité, c'est déjà présent. Tu regardes les usines aujourd'hui, c'est plein de robots, plein d'intelligence artificielle, sont des compétences très pointues. Donc ça veut dire que le système de formation professionnelle est plus haut niveau, parce qu'il est plutôt tourné vers le passé que vers l'avenir. Donc il a une révolution culturelle à accomplir aussi. Et puis deuxièmement, ce sont des secteurs qui sont extrêmement porteurs d'emplois, mais qui sont aussi pour l'instant un petit peu élitistes, c'est-à-dire ce sont des emplois très qualifiés. Donc il y a aussi une réflexion un peu éthique, politique. Comment on va faire pour pas laisser un tiers des gens sur le bord de la route et arriver à les former, qu'ils aient leur place, pas forcément dans ces métiers, mais qu'ils aient aussi un travail et des métiers, et qui soient toujours des membres de la société. Sinon, il y a l'épouvantail de la société à deux vitesses qui risque de se réaliser. Et ça, c'est un enjeu pour les territoires ruraux parce qu'ils sont déjà défavorisés par rapport aux zones urbaines en matière de formation. Tu le sais très bien, hein, la formation qui était montée à bras, les gens qui ont suivi cette formation, s'ils ne l'avaient pas suivi, ils auraient dû aller se former à Metz, peut-être à Reims, c'est même pas sûr, à Paris. Donc en milieu rural, une fois sortis des métiers agricoles, des métiers de l'artisanat, l'avenir professionnel d'un jeune, il est assez fermé. Alors que, en fait, ils échappent à tous
tous les métiers porteurs de demain. Donc effectivement, il y a un très très gros enjeu de formation professionnelle, mais de formation initiale aussi. Et je crois que la formation, là aussi, c'est comme le travail. Il sera plus comme avant, plus jamais, et qu'on s'oriente vers une formation tout au long de la vie. Alors jusque-là, c'était un peu un slogan politique, mais c'est une réalité. On se forme et on se formera tout le temps. On est tout le temps en train de se former. Et je me demande même, moi, si demain, ça ne sera pas dans les missions de l'entreprise de former ses salariés pour un métier qu'ils feront demain et pas forcément dans l'entreprise. Donc, ça serait presque une mission de service public, entre guillemets, Ouais. Mais aidée et soutenue par l'État, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, les entreprises payent pas mal en termes de formation. Ouais. Et voilà, quoi. Il y a des choses à revoir. Tout cas, mais bon, c'est pas. Ce qu'on voit, tu sais que quand tu cotises le 1% formation, tu cotises quand tu ne fais pas de formation toi-même. Mais tu as le droit de ne pas verser ce 1% et de faire tes formations toi-même en interne. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui disent le système de formation professionnelle ne fonctionne pas, on va se débrouiller tout seul. Alors, quand tu es une PME de 10 personnes, c'est compliqué. Quand tu as un groupe, c'est évidemment beaucoup plus facile d'avoir un centre de formation, et des formateurs, etc. Oui. Bon, mais donc là aussi, effectivement, il y a un challenge de formation en interne important. Alors, Oui. c'est une démarche qui est pas étrangère à l'entreprise. Le compagnonnage, c'est ça. Ouais. Les anciens former les jeunes, voilà. Mais là aussi, il y a des très très gros enjeux. Comme partout. Écoute, il y a des gros challenges qui s'annoncent et c'est ça Et qui est quand même, même motivant. je dirais même et surtout en milieu rural, parce que on a une espèce de paresse, d'inertie, tu vois. On fait comme on faisait avant, et même dans l'action politique elle-même. Ce que tu es en train de faire, par exemple, c'est quand même pas très répandu chez les élus. On est quand même là aussi une pratique politique, une pratique de l'action publique qui est un petit peu ancienne. C'est un petit peu, on est encore beaucoup même dans l'achat de voix, c'est-à-dire je vais vous faire une promesse, je vais vous distribuer des choses et vous allez voter pour moi, pour résumer. C'est la clientèle politique. Je pense que les ras-le-bol, les révoltes qu'on a vues de Gilets jaunes ou d'autres, ça traduit justement ce ras-le-bol d'un mode de fonctionnement dans lequel la population n'a pas son mot à dire, sauf tous les 5 ans à mettre un bulletin dans une urne. Il y a besoin de plus de participation, de concertation, et c'est vertueux aussi parce que ça pousse les élus à réfléchir, à avancer. C'est moins confortable, mais à mon avis, c'est beaucoup plus riche. On est dans un changement de paradigme et dans plein de domaines. Ah oui. À mon avis. Et ce qui est passionnant, alors c'est douloureux, hein, c'est douloureux pour beaucoup de gens, mais ce qui est passionnant, c'est qu'on le voit sous nos yeux, parce que ça se passe, les changements, ça se passait en plusieurs années, en plusieurs siècles. Là, on a vu des changements arriver en 2 mois, quoi. C'est étonnant. Au mois de septembre, 50% en Île-de-France, 50% de baisse des prises à bail professionnelles. T'imagines un peu l'effondrement? Alors, ça n'a pas duré probablement, mais on va se retrouver avec des tours de la Défense quasiment vides. On livre encore des millions de mètres carrés alors qu'on a déjà des tours qui sont vides. Donc là c'est douloureux et ça coûte cher. D'accord. Mais ça, on le trouve dans tous les domaines. Et une dernière question, Xavier, puis on va arrêter là pour ne pas trop allonger, je ne vais pas abuser de ton temps, mais pour terminer sur le sujet qui était un petit peu donc le travail, le télétravail, tout, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on voit bien que l'adhésion, elle est quand même forte, hein, quoi qu'on dise, hein, les gens à 70%, comme tu l'as dit, souhaiteraient continuer à 1 ou 2 ou 3 jours par semaine. Est-ce on risque pas d'avoir une rupture, ce qu'on dit, entre ce qu'on appelle l'école blanc et l'école bleue, par rapport à ceux qui peuvent télétravailler, donc voilà, et puis ceux qui ne peuvent pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue? Alors, j'avais posé la question dans les podcasts là qu'on produit. J'avais posé la question je ne sais plus quel est son titre, je crois que c'est le vice-président de la CFDT cadre, parce que on l'a vu pendant le confinement, hein, le premier confinement surtout,
On savait pas trop comment se protéger, comment s'équiper. Et donc, on a vu des tas de gens qui étaient au front pendant que les autres étaient enfermés chez eux. Tous ces travailleurs de première ligne qui pouvaient pas faire autrement que d'être exposés au contact. Ça allait de la caissière à tous les gens, les soignants. Et alors, on peut schématiser en disant que c'est l'école bleue contre l'école blanche, si tu veux. Mais tous ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, ça a donné un petit sentiment d'injustice parfois. C'est exact. Et alors que c'est pas du tout le cas, parce que le télétravail, c'est pas un privilège, c'est pas une récompense. Sauf que là, les gens qui ne télétravaillaient pas étaient plus exposés que les autres. Et donc, les partenaires sociaux ont réfléchi à des solutions et on a trouvé à partir du moment où on pensait que ça pouvait être une injustice, il fallait soit supprimer l'injustice, soit la compenser. Et donc, on se dirige vers des compensations qui peuvent être des formes de jours de vacances supplémentaires, par exemple, de petits avantages qu'on va donner à ces gens qui ne peuvent pas télétravailler. Pas parce qu'ils sont défavorisés ou pas parce qu'ils sont punis, hein, parce que le télétravail, ça se fait normalement, en temps normal, ça se fait sur la base du volontariat. Donc là, il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait de gens qui n'ont pas eu le choix. Et il y en aura d'autres, hein, même en mode de fonctionnement normal de l'économie. Il y a des gens qui ne pourront pas télétravailler parce que leur poste n'est pas télétravaillable. Donc là, on peut imaginer des compensations, c'est assez facile, ou des compensations avec le comité d'entreprise, ou tu vois, des choses comme ça. Parce que, pour conclure, même si tout ça est très intéressant au niveau du télétravail, tout ce que ça peut apporter en termes d'environnement, en termes de qualité de vie, en termes de rapprocher l'emploi du domicile, mais on aura toujours besoin de main-d'œuvre, de gens manuels et avec des magnifiques métiers aussi. Hein, c'est un tout. Hein, c'est un tout qui fera qu'on s'en sortira. Et puis moi, je terminerai en disant que ce place to be, c'est dans la ruralité demain. Oui, c'est là la nouvelle frontière. C'est tout à fait. Merci beaucoup pour cet échange. Merci de m'avoir invité, c'était très sympa. Et à une prochaine fois. Et bonne chance pour ton scrutin. Merci. Allez, au revoir.